Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous offre une présentation autour du concept de pluralisme juridique. J'ai choisi de le faire en modalité pré-enregistrée parce qu'on va aborder toute une série de concepts. Et donc c'est bien pratique que vous avez une présentation que vous pouvez écouter plusieurs fois, vu que la complexité de tous ces concepts peut être un tout petit peu perturbante s'il faut absorber tout en une seule fois. Donc vous avez la chance de pouvoir réécouter cette session et pouvoir absorber tous les petits détails dans les conceptualisations que je vais partager avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va commencer à situer le concept de pluralisme juridique dans un parcours de littérature qui date depuis longtemps. Je vais vous expliquer comment on est évolué de l'idée du dualisme juridique vers le pluralisme juridique. Ensuite, je vais vous présenter plusieurs autres concepts, forum shopping, shopping forum, ces deux concepts en anglais qui n'ont pas jusque-là une bonne traduction en français, les normes pratiques et le bricolage institutionnel. Vous allez voir comment ces concepts se relient avec celui du pluralisme juridique. Et finalement, pour rendre tout un tout petit peu plus concret, et un tout petit peu plus compréhensible, j'espère, je vais vous offrir un exemple de terrain, donc une recherche que j'ai faite en interaction avec mon équipe, une histoire de vie d'une communauté et d'une colline, et qui va nous permettre de mieux comprendre toutes les petites nuances dans les concepts qu'on va aborder avant. Voilà. On commence avec le début, donc on va d'abord voir comment le concept de pluralisme juridique est né et en quel type de parcours il a été conçu. En fait, depuis très longtemps, des auteurs dans plusieurs disciplines, en économie, en droit, en sciences politiques, en anthropologie, etc., en sociologie, mais donc toute une série de disciplines ont été confrontées à une réalité de terrain dans beaucoup de pays au monde où ils ont vu que le cadre étatique et le cadre juridique officiel étatique n'est pas le seul cadre d'organisation et de règles, de création de règles et de normes. Et donc voilà, sur base de ce constat, il y a certains auteurs qui à un certain point ont commencé à dire, voilà, d'un côté, il y a le cadre juridique officiel étatique et de l'autre côté, il y a d'autres cadres, et très souvent on a titré ces cadres comme une sorte de cadre coutumier ou dite traditionnel avec leurs propres instances de pouvoir et leurs propres normes. Et donc, très souvent, ces auteurs ont pointé vers des contradictions entre ces deux cadres. D'un côté, le cadre juridique officiel étatique et de l'autre côté, le cadre coutumier avec ses normes dites traditionnelles. Cette façon de configurer les choses était insérée dans une sorte de vision moderniste sur le développement. On constatait qu'il y avait des contradictions dans ces cadres coutumiers et on supposait qu'on devait évoluer vers un seul cadre juridique et que c'était ça la solution à tout problème. Un seul cadre juridique qui devrait, bien sûr, dans cette vision développementaliste, être le cadre étatique, le cadre officiel, le seul qui pourrait, dans cette vision, être légitime. Alors, les auteurs au sein de ce courant voyaient plusieurs façons d'évoluer. Certains disaient, ben, en fait, on doit simplement le faire par force. On doit simplement imposer un cadre juridique officiel et essayer d'effacer le cadre juridique coutumier. Et c'est par exemple ce qui s'est passé à travers plusieurs droits coloniaux ou lois coloniaux où on essayait simplement d'effacer le système qui était sur place présent avant que les colons étaient arrivés. On essayait de le faire remplacer par un nouveau système assuré par un État qui n'était bien sûr l'État de la colonisation. Il y avait aussi d'autres auteurs et d'autres courants qui disaient en fait on ne doit pas trop chercher la confrontation parce que souvent on voit que c'est quand même assez violent d'imposer un cadre juridique officiel à la place de ce qui existait avant. On peut aussi essayer de le faire par courtoisie et essayer de sensibiliser les gens au droit moderne et de chercher quelque part des compromis entre le cadre juridique officiel et le cadre ou les cadres coutumiers dits traditionnels. Mais toujours dans cette vision avec l'objectif d'évoluer vers un seul cadre juridique
officiel, le seul qui était légitime. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette vision moderniste développementaliste était souvent présentée au sein d'un discours de vouloir sécuriser les droits des vulnérables, en disant, voilà, c'est à travers ce cadre juridique officiel qu'on pourra sécuriser leurs droits et qu'on pourra s'assurer à ce que chacun et chacune a le même accès et a droit à la même chose, hein, donc selon le même système juridique et le même système de réglementation. Donc, plaidant pour un monopole pour le droit formel. Mais qu'est-ce qu'on a vu? En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. En réalité, on a vu que dans des contextes d'imposition du cadre officiel, très souvent, il y a eu capture des opportunités par les élites. Et alors, on a commencé à voir que les choses étaient bien plus complexes que juste une opposition entre deux registres juridiques. En fait, on voyait qu'au bout du compte, il y avait une réalité d'une multitude de registres. Oui, effectivement, le cadre juridique officiel étatique, ou disons plutôt les cadres officiels étatiques, parce que souvent il y a déjà des contradictions inhérentes au sein de ces cadres juridiques officiels, et aussi le cadre coutumier n'était pas si homogène que présenté. Souvent, c'était tout un amalgame de règles et de modalités. De normes qui avaient leurs racines, certains dans le cadre coutumier, certains dans d'autres cadres, mais donc pas vraiment deux registres soi-disant homogènes qui se contredisaient. Et en même temps, dans la société réelle, on voyait aussi que le cadre juridique officiel n'est pas forcément accepté par la population comme légitime ou comme le seul légitime. Surtout pas dans des contextes, et il y en a beaucoup au monde, où les autorités étatiques manquent de légitimité et agissent très différemment par rapport au cadre juridique officiel. Parce que ça aussi, on voit très souvent que même s'il y a un cadre juridique officiel qui soit écrit dans des lois et qui semble être uniforme ou cohérent, on voit que les acteurs étatiques, les autorités étatiques ne fonctionnent pas toujours selon ces cadres-là et font plein d'autres choses et créent ainsi d'autres cadres normatifs. Donc voilà, ça a mené vers des réflexions sur le rôle de l'État comme garant unique des règles du jeu. Et sur base de ça, et je venais déjà de le dire, comme ça on commençait à voir que quand il y a une imposition très forcée d'un seul cadre officiel, on voit qu'il y a tout un amalgame d'acteurs qui essayent de profiter des opportunités de ce que ça offre, surtout captés par des élites qui sont bien connectées et qui maîtrisent bien le jeu et aussi le vocabulaire qui est pratiqué au sein du cadre juridique officiel. Donc voilà, on est arrivé d'un soi-disant dualisme juridique, qui était dans la littérature bien décrite comme une opposition entre le cadre juridique officiel étatique et le cadre coutumier dit traditionnel, vers une réalité avec avec une multitude de registres, étatiques, coutumières, plein d'autres registres, pas forcément ancrés au sein de ces deux pôles de pouvoir, avec plein de contradictions. Et donc, voilà, de là est arrivée l'idée du pluralisme juridique. Donc, pour le définir, le pluralisme juridique parle de divers cadres institutionnels, formels et informels, qui interagissent, qui se renforcent et qui se font concurrence. Ça, c'est une façon de définir le pluralisme juridique. Donc, avoir différents cadres institutionnels dont certains sont ancrés dans l'État et l'idée de l'État, d'autres sont ancrés dans le coutumier, les droits coutumiers et les autorités coutumières. D'autres ont leur ancrage encore ailleurs, dans des modalités informelles. Et ces cadres ne sont pas forcément en concurrence, ils interagissent, ils peuvent se faire concurrence, mais ils peuvent aussi mutuellement se renforcer. Il se peut que sur base du droit coutumier, quelqu'un réclame un certain droit qui aussi, au sein du droit étatique, est reconfirmé. Dans ce cas, les deux cadres se renforcent. Dans d'autres cas, ils se font la concurrence. Il se peut, par exemple, que dans le cadre du droit coutumier, une femme n'a pas le droit d'hériter des terres, tandis que dans le cadre juridique formel, elle a le droit.
Alors, ensuite, on peut relier le pluralisme juridique à l'idée des champs sociaux semi-autonomes. Comment est-ce qu'on le fait? En fait, l'hétérogénéité normative est générée par le fait que l'action sociale prend lieu dans un contexte de multiples champs sociaux. Il y a de multiples champs sociaux parce que la société est composée de beaucoup de constellations qui organisent notre vie. La famille, les associations, les villages, les communautés, l'État en tant que tel, le pays dans lequel on vit, etc. Et tous ces champs sont des lieux de pouvoir et des lieux d'autorité qui, entre eux, se chevauchent et interagissent. Donc, plusieurs champs qui n'existent pas comme une bulle ou qui n'existent pas sur une île, et c'est pour ça qu'on leur attribue ce ticket de semi-autonome. Ils sont autonomes d'une façon, ils s'organisent au niveau interne et ils ont aussi leur cadre institutionnel au sein de leur champ, mais en même temps ils sont semi-autonomes parce que ils existent et ils interagissent avec d'autres champs semi-autonomes. Alors ces champs semi-autonomes génèrent des règles, des symboles internes, mais ils sont également sensibles aux décisions et aux règles générées par d'autres champs semi-autonomes. Et c'est comme ça que le contexte du pluralisme juridique est organisé et généré. Donc, dans tous ces champs semi-autonomes, champs sociaux semi-autonomes, il y a des cadres juridiques qui s'organisent, pas juridiques dans le sens limité, style purement droit étatique, mais des cadres juridiques au sens large. Et alors, ces cadres-là existent, interagissent, se renforcent et se font la concurrence, quitte le phénomène du pluralisme juridique. Alors de là, on va maintenant évoluer vers d'autres concepts. Parce que le contexte de pluralisme juridique offre un éventail de possibilités aux acteurs qui naviguent dedans. On peut s'imaginer que c'est tout un amalgame de normes qui existent et donc les gens qui existent au sein de ces champs semi-autonomes peuvent référer vers ces cadres normatifs pour essayer d'acquérir des droits et d'atteindre certaines choses qu'ils veulent atteindre. Donc, le pluralisme juridique peut être conçu comme un phénomène, mais aussi comme une approche. Comme un phénomène, ça réfère vers le fait qu'on a plusieurs cadres normatifs, donc qui coexistent, qui se renforcent et qui se contredisent. Et si je devrais schématiquement organiser cela, voilà, vous voyez ici, donc chaque petite bulle bleue représente un certain cadre normatif, et vous voyez que dans certains cas, ces cadres sont très proches, dans d'autres cas plus loin, dans certains cas, il y a un lien automatique entre deux cas, dans certains cas, il y a une contradiction. Et donc, ça représente cette idée de coexister, se renforcer ou se contredire. Les champs sociaux semi-autonomes et leurs lieux de pouvoir ont une influence sur ces cadres normatifs. Ces cadres normatifs ne sont pas nés de nulle part. Ils s'ancrent au sein de ces champs sociaux semi-autonomes. Et en même temps, les acteurs existent au sein de ces champs et réfèrent vers tous ces cadres qui règnent leur vie et qui règnent leurs opportunités d'accéder à certains droits et certains services et certains atouts. Alors, le pluralisme juridique offre des opportunités aux lieux de pouvoir pour chercher à s'ancrer et avoir de la légitimité et à acquérir une autorité publique. Donc, d'un côté, les locus d'autorité cherchent à s'ancrer et à gagner de la légitimité à travers ces cadres juridiques. Et de l'autre part, les acteurs en bas peuvent aussi se référer vers ces cadres juridiques pour défendre leurs intérêts. Donc là, vous voyez qu'on est dans une société assez complexe. Maintenant, on va voir comment les acteurs jouent ce jeu. Les acteurs qui sont stratégiques dans ce jeu vont faire ce qu'on appelle du forum shopping.
Forum shopping, c'est un concept que vous trouvez dans la littérature. Von Benda, Beckham ont écrit pas mal sur ce concept. Et ce concept est décrit comme la capacité de chaque individu, dépendant de ses relations sociales, parce que personne est une bulle isolée, de choisir les cadres juridiques au sein d'un certain règne pour mieux servir leurs intérêts. Donc, imaginez-vous que, par exemple, vous trouvez ici en bas, vous trouvez là une femme parmi ces acteurs, une femme qui vit au sein d'une communauté et qui essaye d'avoir droit à une propriété foncière. Alors, qu'est-ce que cette femme fait? Elle fait partie d'une famille, elle fait partie d'une communauté, elle fait partie de plusieurs champs sociaux semi-autonomes et au sein de son contexte, il y a plusieurs cadres juridiques auxquels elle peut se référer. Certains cadres seront en sa faveur de sa réclamation d'avoir accès à la terre, d'autres cadres ne seront pas à sa faveur. Et donc, qu'est-ce que cette femme va faire? Et c'est ça ce que le forum shopping dit. Elle va essayer, dépendant de ses relations et de ses marges de manœuvre, elle va essayer de mobiliser les cadres juridiques ici qui la permettent de servir ses intérêts, par exemple, d'accéder à une propriété foncière. Par exemple, c'est peut-être une femme qui est fille d'un homme qui est décédé et elle veut hériter des terres. Alors, selon certains cadres juridiques, ça ne sera peut-être pas possible. Par exemple, dans pas mal de contextes, selon le cadre coutumier, selon certains cadres coutumiers, la femme n'a pas de droit à l'héritage à titre entier. Mais peut-être que le droit officiel dit qu'elle a droit à l'héritage. Et donc, elle peut essayer de mobiliser la bulle ou les bulles, parce que des fois, il y en a plusieurs, qui la permettent de réclamer l'accès à ces terres. En sachant que cette bulle n'est pas une bulle isolée et qu'il y a d'autres cadres juridiques qui peut-être contredisent ce qu'elle essaye de réclamer. Vous voyez? Donc, forum shopping réfère vers la capacité, l'agencéité de l'individu de choisir et de naviguer et de choisir les cadres juridiques au sein d'un certain règne qui servent leur intérêt et qui leur permettent d'accéder ou de réclamer ce que cet acteur veut réclamer. Alors, d'un côté, il y a les acteurs ici en bas qui font du forum shopping. Mais de l'autre côté, il y avait ces champs sociaux semi-autonomes dans lesquels que ces acteurs se retrouvent, avec des lieux d'autorité. Et ces autorités-là, en fait, ils jouent aussi un jeu stratégique. Eux, ils font du shopping forum. Et shopping forum, c'est autre chose que forum shopping. C'est très important. L'ordre des mots a une importance. Qu'est-ce que eux, ils essayent de faire? Les autorités essayent, au sein de leurs champs sociaux, de faire référence à certains cadres normatifs pour légitimer certaines choses plutôt que d'autres choses, et surtout pour essayer de renforcer leur propre légitimité comme autorité par rapport à d'autres autorités. Donc, par exemple, un chef coutumier qui a un lieu de pouvoir, qui se trouve au sein d'un champ social semi-autonome au sein d'une communauté, lui, il essaye de mobiliser certains cadres normatifs pour dire que voilà, vous avez droit à quelque chose, vous n'avez pas droit à quelque chose, pour essayer d'instaurer son autorité publique au sein de cette société. Donc, les acteurs d'un côté font du forum shopping, ils cherchent stratégiquement au sein des cadres normatifs qu'est-ce qui sert leur intérêt. Et les lieux d'autorité, les acteurs d'autorité, ils font du shopping forum et donc ils essayent au sein de ces cadres normatifs de se légitimer ou d'utiliser ces cadres normatifs comme une façon de se légitimer comme autorité publique par rapport à d'autres autorités qui se retrouvent. Je ne sais pas si c'est clair, je vais bientôt vous donner un exemple à travers le cas d'étude qu'on va discuter pour vous montrer spécifiquement ce que ça veut dire. Alors, maintenant ça devient encore plus complexe. Parce que les règles générées par ces champs sociaux semi-autonomes ne sont pas les seules règles. C'est pas juste ça qui est la base de toute production normative. Non, parce que l'interaction entre ce qui se passe ici, le shopping forum et le forum shopping, cette interaction-là génère des nouveaux règles.
Et c'est ça ce qu'Olivier de Sardon appelle des normes pratiques. Les normes pratiques, et donc ici vous voyez encore des nouvelles bulles apparaître, ces normes pratiques, c'est quelque part le résultat institutionnel, certaines autres formes de règles et de normes qui suivent de l'interaction entre les champs sociaux semi-autonomes et le forum shopping des acteurs. Cette interaction entre ces deux lieux, le lieu de pouvoir, le lieu d'autorité et les acteurs qui tous, à travers ce qui se passe ici au milieu, essayent de naviguer au sein de ces cadres normatifs, fait qu'il y a d'autres cadres normatifs qui naissent et qui sont bien sûr reliés avec ce qu'il y a déjà, mais qui prennent des fois d'autres formes. Parce que cette interaction normalise certaines nouvelles normes qui se construisent sur base du cadre institutionnel existant, mais le transformant par rapport à la réalité qui existe. Donc ces bulles en orange sont les normes pratiques qui naissent de l'interaction de lieux de pouvoir faisant du shopping forum et des acteurs faisant du forum shopping. Les normes pratiques, un concept d'Olivier de Sardon. Ces normes pratiques sont souvent très spécifiques au contexte local. Ah oui, parce que cette interaction entre les champs sociaux semi-autonomes, les lieux de pouvoir, les autorités là-dedans et les acteurs là-dedans est souvent très très spécifique et par rapport au contexte. Et ça fait que les normes qui suivent, les normes pratiques qui naissent de cette interaction sont souvent aussi très spécifiques, créées, adaptées et hybridisées en fonction des circonstances. Alors ça leur rend les choses nettement plus complexes. Parce que ça veut dire que si on veut s'imaginer une réforme dans un certain domaine politique et qu'on voit que toutes ces normes pratiques existent sur le terrain, alors il faut que les réformes par rapport à ces politiques s'adaptent à la réalité des normes pratiques au lieu d'essayer de superposer certains cadres juridiques par force. Et donc c'est ça le point qu'Olivier de Sardon a essayé de développer ou qu'il a développé. Il a dit que voilà, si beaucoup de réformes ne marchent pas, c'est parce qu'on s'imagine trop dans une sorte d'isolement et on impose toute une série de cadres juridiques qui n'ont rien à faire avec ce qui se passe localement et tous les normes pratiques qui existent, qui sont hybridisées, créées, adaptées en fonction des circonstances. Et donc, ça veut dire que très souvent, ces normes vivent totalement à côté de la plaque de ce qui se passe localement. Donc, si on veut être efficace, si on veut créer des réformes politiques qui ont du sens par rapport au contexte local, il faut alors prendre en compte les normes pratiques au niveau local et les prendre comme une réalité à insérer dans les plans et les objectifs qu'on prévoit. Ensuite, il y a Cliver qui a continué à construire sur ces idées et qui a commencé à réfléchir autour du bricolage institutionnel qui se fait au sein d'une société. En fait, Cliver a développé sa théorie au sein de son centre d'intérêt tournait autour de la gestion des ressources naturelles, c'était son focus. Et donc, elle a voulu comprendre comment, dans la gestion des ressources naturelles, les individus et les groupes construisent leur propre cadre institutionnel. Alors, ce qu'elle a vu, c'est que les pratiques des acteurs ne sont pas seulement créées ou régulées par un cadre normatif, ou par des cadres normatifs, mais également par des coutumes, des croyances, des mythes et des symboles. Et donc, en fait, les façons dont les gens régulent leurs pratiques n'est pas juste basée sur des cadres juridiques normatifs, mais aussi sur plein d'autres choses qui sont inhérentes à leur société et qui font partie de leur vécu, de leur état d'être, de leur identité, de leur vie collective. Les coutumes, les croyances, les mythes et les symboles. Donc là, vous voyez que les bulles ne sont pas les seules choses, les cadres normatifs ne sont pas les seules choses qui jouent au sein de ces champs sociaux semi-autonomes et les lieux de pouvoir et les acteurs, mais il y a aussi d'autres choses, les petits triangles, les petits carrés qui représentent donc ces coutumes, croyances, mythes et symboles. Et donc de là vient l'idée de bricolage institutionnel que Cliver définit comme un processus dans lequel les acteurs s'appuient consciemment et inconsciemment sur les formules sociales existantes. Les formules sociales existantes définies comme les styles de pensée, des modèles de cause à effet,
des normes sociales et des rôles et relations socialement sanctionnés. Et de tout ça, en fait, ils bricolent ou mettent ensemble des institutions en réponse à l'évolution des situations. Donc là, c'est un peu lié à l'idée de ces normes pratiques de Olivier de Sardan, mais au lieu de rester au niveau du cadre normatif, Cliver dit en fait, de là naissent des nouvelles institutions ou des formes d'institutions qui permettent de répondre à des situations auxquelles que les gens sont confrontés et qui trouvent leurs racines dans plein de petites choses et de plus grandes choses, dans des formules qui combinent des cadres normatifs avec des croyances, des mythes, des styles de pensée, etc. Et donc, tout ça se passe d'un côté consciemment, mais de l'autre côté inconsciemment. Donc, les acteurs, comme les autorités, au sein de tout ça, sont des bricoleurs institutionnels qui ne sont pas juste en train de naviguer entre ce qui existait déjà, mais qui, à travers tout ce bricolage, bricolent des nouvelles choses, des nouveaux cadres juridiques et des nouvelles institutions. Et ça nous amène vers l'idée que le pluralisme juridique n'est pas juste un concept, mais c'est aussi une approche. C'est une approche qui nous permet de comprendre les relations sociales et les dynamiques de pouvoir, et qui nous permettent de voir comment au sein de ces relations sociales et ces dynamiques de pouvoir, certains acteurs naviguent et comment ces acteurs mobilisent certains cadres normatifs, comment ces cadres normatifs se confrontent et comment certaines règles sont considérées comme plus et d'autres comme moins légitimes. Parce qu'entre tous ces bulles que vous voyez ici, il y a des hiérarchies. Il y a certaines règles qui sont vues comme plus légitimes que d'autres. Et tout ça dépend des relations de pouvoir qui sont en jeu. Donc, les cadres normatifs n'existent pas juste simplement l'un à côté de l'autre. Les normes pratiques qui génèrent de toute cette interaction ne sont pas simplement des petites choses qui apparaissent. Tout ça dépend des relations de pouvoir qui quelque part encadrent le contexte dans lequel que tout ce jeu ait lieu. Et selon Cliver, c'est alors question, si on veut réfléchir sur le potentiel émancipateur de ce système, c'est question de renforcer les capacités de négociation des acteurs plus faibles. Et donc ici, ça devient très intéressant par rapport à une vision du centralisme juridique étatique. Souvent, on se disait, initialement, c'est de là où on a démarré, pour renforcer les droits et la position des faibles, il faut qu'on invente des lois qui leur permettent de défendre leurs intérêts. En fait, ici, on voit que non, parce que même si on invente des lois, mais bon, ces lois existent, mais ils existent à côté de plein d'autres choses, c'est surtout une question au sein de la complexité normative qui est là, au sein de tout ce jeu, c'est une question de renforcer les capacités de négociation des acteurs plus faibles. Et donc, pas juste d'inventer des règles institutionnelles en tant que telles, mais aussi de voir comment ces acteurs peuvent naviguer au sein de ces règles institutionnelles, à travers certaines valeurs et logiques souvent sous-considérées. Donc là, on évolue de l'idée de pluralisme juridique comme concept vers le pluralisme juridique comme approche qui nous permet de comprendre comment les acteurs naviguent stratégiquement au sein d'une société, pourquoi que certains sont plus puissants que d'autres et pourquoi que certains cadres normatifs sont perçus comme plus légitimes que d'autres. Alors, je vous avais promis que tous ces concepts, qui sont quand même assez complexes, qu'on va essayer maintenant de les illustrer à travers un exemple de terrain. Et cet exemple se situe dans la région des Grands Lacs, un village dans lequel mon équipe et moi, à un certain moment, ont essayé de comprendre la complexité d'un conflit foncier. Je vais très brièvement vous situer le contexte. Donc, en fait, on était arrivé dans un village où il y avait un conflit très intense autour du marais que vous voyez ici, le bas-fond que j'ai pris en photo. Et en fait, ce bas-fond faisait objet de toute une série de tracasseries, de violences et de confrontations entre différents groupes au sein de la population. Alors, ici, vous voyez, en très bref, toute l'histoire. Tout
commence ici, au début. Hein. Il y a longtemps, les gens du village cultivaient dans ce marais et leur droit d'accéder à ce marais était basé sur l'accord du Moami qui leur avait offert à travers du système coutumier le droit d'accéder à ces terres. Donc les gens cultivaient ces terres depuis très très longtemps. Alors ensuite, il y a eu une complexité parce qu'à un certain moment, il y a eu un conflit au sein de la famille coutumière. Et donc, il y a eu un conflit avec deux Moamis qui se disputaient le droit et l'autorité coutumière. Ça se situe, ce conflit, quelque part autour de 1985-86, une guerre entre les deux Moamis avec beaucoup de confrontations violentes, beaucoup de problèmes au sein des communautés locales. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, au bout du compte, c'est le Moami 2 qui prend le dessus et qui commence à installer son pouvoir coutumier au sein de ce village, qui reprend le contrôle de l'accès à ce territoire. Et ce deuxième Moami, le Moami 2, en fait, a pris la décision de ne plus autoriser à la population d'accéder au marais, un territoire qui est accédé depuis très longtemps, mais plutôt de donner ce marais en sous-tutelle à Monsieur X. Je l'ai anonymisé. Alors, Monsieur X devenait, quelque part, entre guillemets, le manager du marais et avait droit à décider comment et quoi qu'il allait faire avec cet espace. Cependant, la population qui avait cultivé ce marais, la population du village juste à côté, ne voyait pas ça comme une piste légitime et elle refusait de quitter l'espace. Elle a même créé un comité de marais avec un propre règlement, un propre cadre normatif pour organiser la façon dont, au sein de la population, on distribuait, on organisait l'occupation de cet espace. Maintenant, le monsieur X n'était pas d'accord, il voulait que la population quittait, et donc il y avait plusieurs confrontations violentes à plusieurs reprises, des fois avec l'implication de la police. Il y avait dans le marais aussi un petit étang dans lequel il y avait des poissons, donc à un certain moment, tous ces poissons étaient empoisonnés. Et en même temps, le monsieur X faisait aussi référence à un certain pouvoir de l'occulte. Il était perçu comme une sorte de sorcier qui pouvait ensorceler et empoisonner les gens avec beaucoup de rumeurs, comment il faisait. Mais donc ça aussi, c'était un lieu et un cadre normatif auquel il faisait référence pour essayer d'installer son pouvoir. Les confrontations continuaient. À un certain moment, il y a eu une médiation par le Moami et l'Église. Entre-temps, je pense, si je me rappelle bien, le Moami 2 avait de nouveau disparu de la scène et Moami 1 avait repris quelque part une partie de sa légitimité au niveau local. Et donc, mais Monsieur X restait aussi dans le marais ou continuait à réclamer le marais. Et donc, il y avait une tentative de médiation mise en place par le Moami, l'Église, qui jugeait en faveur de la population. Cependant, le monsieur X a refusé de laisser tomber ses réclamations à ces terres. Les confrontations continuent et à plusieurs reprises, les différentes parties vont au tribunal. Alors maintenant, les jugements au niveau du tribunal étaient très contradictoires. Il y avait tribunal en première instance, etc. Donc toute une série de niveaux. Et chaque fois, il y avait des décisions contradictoires, selon certains parce qu'il y avait des corruptions, selon d'autres parce que on n'avait pas pris en compte certains cadres normatifs qui étaient plus pertinents que d'autres. Donc des jugements conflictuels, des accusations de corruption. La population gardait contrôle sur base de leur occupation de facto. On a été là depuis toujours, et donc on essaye d'y rester. Mais le cour d'appel juge finalement en faveur de Monsieur X. Et donc Monsieur X voit une piste pour finalement pouvoir s'ancrer sur ces terres-là. Et donc, entre 2010-2011, il y a eu un moment de confrontation violente entre la population et le monsieur X qui a amené plusieurs acteurs armés au niveau local pour essayer de chasser la population de ces terres et de faire que les gens quittent. Et il est arrivé à pouvoir chasser la population
il y a eu plusieurs morts au niveau de la population, mais aussi au niveau des acteurs armés, dont certains policiers qui avaient été tués par la population. Donc, Monsieur X prend le contrôle avec force et il donne l'emploi, il donne l'accès à ce territoire, non pas aux gens du village, mais à des paysans d'autres villages pour cultiver ces terres en location pour lui. Et donc ça, c'était la situation qu'on avait retrouvée quand on était là. On s'était pas très bien réalisé dans quoi qu'on était mêlé parce qu'on était en train de se promener dans le village et on se disait, voilà, on va regarder aussi comment les choses dans le Marais se passent. Et on voyait que les gens dans le Marais étaient en train de nous regarder sur les collines de façon assez, bon, disons, avec pas mal de suspicion. Et les populations regardaient les gens dans les Marais avec pas mal de suspicion. Et donc, après, on a compris pourquoi, parce que c'était deux groupes qui étaient en confrontation. Le groupe dans le Marais qui était des employés ou des gens qui travaillaient sous contrôle de Monsieur X et les gens sur les collines qui avaient perdu ces terres à travers une confrontation violente dans laquelle plusieurs personnes avaient été tuées. La population dans les collines était très fâchée, avec le Monsieur X bien sûr, mais elle était aussi déçue parce qu'entre-temps, le Moimi 1 avait vraiment pu réancrer sa légitimité au niveau local et donc la population se disait mais si dans le temps le Moimi 1 nous avait donné le droit d'accéder à ces terres, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'intervient pas? Pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas de chasser Monsieur X? Mais apparemment le Moimi avait essayé de le faire, mais il y a eu un conflit entre lui et Monsieur X. Bon, selon les discours qu'on a pu collecter, il y a eu un attentat contre le Moimi et donc au bout du compte, on nous disait que le Moimi avait décidé de ne plus se mêler avec les affaires de Monsieur X, comme une sorte d'entente entre les deux, que voilà, on essaye de ne pas trop se débrouiller ni l'un ni l'autre, on essaye de se laisser vivre en paix, mais ça faisait que Monsieur X restait très, très présent sur place et que la population était déçue en leur Moimi de ne pas avoir redonné le droit d'accès à la population. En même temps, le Moimi 1 se rendait bien compte qu'il y avait pas mal de conflits fonciers comme celui dans ce Marais-ci, et que lui, à travers son pouvoir coutumier, n'était plus en mesure ou n'avait plus la même légitimité qu'avant de pouvoir régler ces conflits. Donc, comme une sorte de tentative d'organisation, il a nommé un comité pour inventorier la terre avec, et ça c'est très intéressant, avec des acteurs coutumiers, donc des pouvoirs coutumiers, ses proches, mais aussi avec des acteurs étatiques. Donc il avait invité dans son comité, dans ce comité pour inventorier la terre, des acteurs étatiques. Et ces acteurs tous ensemble étaient en train de faire cet inventaire sur base d'un mix de cadres juridiques. Ça, c'est très intéressant, un Moimi qui donne légitimité à des autorités étatiques au sein d'un comité qui mixe différents cadres juridiques pour faire l'inventaire des terres. Ça, c'est quand même très intéressant. Et finalement, la population elle-même, dans le Marais où on était présent, continuait à réclamer que l'État et le coutumier devraient intervenir et se concorder. Et donc ça aussi, c'est très intéressant. La population essayait d'instrumentaliser plusieurs cadres juridiques et plusieurs lieux de pouvoir pour essayer de leur aider dans leur réclamation de terre. Donc voilà. Tout d'abord, vous voyez ici qu'il y a du pluralisme juridique. Il y a une multitude de cadres normatifs, formels, informels, coutumiers et d'autres. Et on n'est pas simplement dans une perspective de dualisme juridique. Dualisme juridique, c'est une situation où il y a des contradictions entre le cadre coutumier et le cadre étatique. Mais ici, on voit qu'au sein des cadres coutumiers, il y a déjà plein de contradictions. Un Moimi qui donne accès à la terre, puis après autant d'années ne donne plus accès. Différents Moimis qui se succèdent, et donc au sein des cadres normatifs coutumières, des shifts qui se font. Toute une série de choses qui se passent au sein des cadres normatifs coutumiers qui mènent vers déjà des contradictions. Et la même chose au niveau étatique.
Au niveau étatique aussi, on a le tribunal qui juge chaque fois en faveur d'une autre partie, dépendant des interprétations qu'on donne, l'implication de la police en faveur d'une partie et ensuite en faveur d'une autre partie. Donc, il y a toute une série de choses qui se passent qui font qu'aussi au sein de tout ce qui se passe par rapport à l'État et le rôle de l'État dans ce conflit, il y avait déjà plein de contradictions et plein de cadres normatifs qui se contredisent. Donc, c'est pour ça qu'on dit le pluralisme juridique, ce n'est pas du dualisme juridique. Le pluralisme juridique n'est pas une contradiction entre deux groupes homogènes d'un côté étatique et de l'autre côté coutumier. C'est une multitude de cadres normatifs qui, voilà, se contredisent, se renforcent, etc. et qui ont leur ancrage dans l'État, le côté formel, dans ou disons même les coutumiers, parce qu'il y a eu toute une évolution là-dedans aussi, mais aussi au sein de toute une autre série de lieux de pouvoir qui essayent de se légitimer à travers certains cadres normatifs informels. Alors, rappelons-nous de ce concept de forum shopping. Vous vous rappelez, le forum shopping, c'est les acteurs qui choisissent stratégiquement entre différents cadres juridiques. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. On voit que la population essaye de faire référence vers un mix de cadres juridiques pour essayer de réclamer leurs terres. Ils font appel au tribunal, ils font appel au cadre juridique formel, ils font appel au système coutumier, ils font appel au moami, ils font appel à toute une série d'autres choses. Par exemple, à cette idée de, voilà, si on est sur ces terres, si on est basé sur ces terres, on a droit à ces terres. Ça aussi, c'est un cadre juridique ancré au sein de la coutume. Ils font aussi appel à la confrontation violente et la violence comme une façon d'organiser et de régler certains conflits. Donc, c'est ça du forum shopping. Les acteurs naviguent au sein de tous ces cadres normatifs pour essayer de renforcer leurs droits et leur façon de réclamer la chose à laquelle ils pensent qu'ils ont droit, l'accès à ces marais. De l'autre côté, il y a du shopping forum. Shopping forum, vous vous rappelez, c'est comment au sein de ces champs semi-autonomes, champs sociaux semi-autonomes, il y a des lieux de pouvoir dans lesquels que les acteurs puissants, les autorités, essayent de se créer de la légitimité en faisant référence à certains cadres normatifs. Par exemple, le monsieur X qui essaye de légitimer son droit foncier sur base du fait qu'il a reçu ses droits du moami et que c'est ça qui lui a donné le droit d'être manager. Et donc voilà, il essaye de siéger son pouvoir au sein du fait que le cadre coutumier lui a autorisé de le faire. Les moamis essaient aussi de créer de la légitimité à travers leur rôle qu'ils jouent au sein de ceux et d'autres conflits fonciers. Pour le moami, l'organisation du foncier, de l'accès au foncier, a toujours été une façon très importante pour ancrer sa légitimité au niveau local. Et ça a été un grand problème que, avec la compétition foncière croissante, le moami n'avait plus des espaces coutumières sur lesquels il pouvait décider librement et facilement pour faire accéder certaines personnes à des terres. Mais donc le moami essaye de continuer à être légitime au sein de cette arène foncière pour ancrer son pouvoir. Même chose pour l'État qui essaye d'organiser ou voilà de légitimer son pouvoir, ou des acteurs étatiques en tant que tels qui essayent de légitimer leur pouvoir au sein de ce cadre coutumier et donc qui utilisent certains cadres normatifs pour renforcer leur légitimité face à d'autres acteurs. Très intéressant, l'idée de Olivier de Sardon était que ce n'est pas simplement le droit coutumier qui vient de ces champs semi-autonomes qui est pertinent, mais en fait, au sein de cette interaction entre les acteurs, les lieux de pouvoir et tous ces cadres normatifs, il y a des nouvelles normes qui se créent.
des nouvelles normes pratiques qui sont spécifiques au contexte local et qui sont hybrides, adaptées en fonction des circonstances. Et c'est ça exactement ce qu'on voit aussi ici. On voit par exemple que la population crée un comité du Marais qui organise son propre cadre normatif, des normes pratiques qui ne sont pas écrits dans des droits officiels, dans des lois officielles, qui ne sont pas non plus exactement ce qu'on retrouve dans les coutumes, etc. Non, c'est vraiment quelque chose créé localement, des normes pratiques en fonction du contexte local. Même chose, par exemple, pour ce comité qui a été créé par le MOAMI et qui implique des acteurs coutumiers étatiques, qui basent leur façon d'inventorier la terre sur base d'un mix de cadres juridiques et qui ainsi créent des nouvelles normes pratiques qui deviennent des points de référence au sein de tout cet amalgame normatif. Et puis finalement, l'idée de Cleaver du bricolage institutionnel, où on voit que les acteurs sont des bricoleurs et qu'au sein des constellations institutionnelles et de pouvoir, les acteurs construisent leur propre forme de régulation et leur propre forme d'organiser ces régulations. Donc, par exemple, le comité pour inventorier la terre, le comité du Marais, ce sont des nouveaux lieux de pouvoir qui ont été bricolés sur base de tout ce qui se passe au sein de ces champs sociaux semi-autonomes et sur base de toute l'interaction entre les acteurs et les cadres normatifs auxquels ils se réfèrent. Voilà, on y est, on arrive à la fin de la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a réfléchi autour du concept du pluralisme juridique en le rendant beaucoup plus complexe que le dualisme juridique qui était originellement très essentiel dans la littérature, montrant que en fait il y a des contradictions mais aussi des concordances entre plusieurs cadres juridiques qui ne s'ancrent pas simplement entre deux groupes homogènes, l'État et le coutumier, qu'il y a voilà beaucoup plus de contradictions qui existent. Ensuite, on a relié tout cela à d'autres concepts, le forum shopping, la capacité des acteurs de naviguer stratégiquement au sein des cadres normatifs pour essayer de mobiliser le ou les cadres qui leur servent le plus. Le shopping forum qui montre comment les lieux de pouvoir et les acteurs là-dedans essayent d'ancrer leur légitimité à travers la légitimation de certains cadres normatifs plutôt que d'autres. Les normes pratiques qui naissent dans l'arène de toute cette interaction entre les acteurs, les lieux de pouvoir et les cadres normatifs au sein desquels ils naviguent, et des normes pratiques qui sont donc souvent très localement spécifiques, hybrides et très adaptées au contexte local. Et l'idée du bricolage institutionnel qui montre que l'environnement institutionnel qui génère de toute cette situation est souvent faite sur base de bricoleurs, d'acteurs qui bricolent au sein d'un arène. Alors finalement, on a essayé d'illustrer tout cela à travers une expérience de terrain et je vais bientôt vous inviter vous-même à faire la même chose, à trouver un cas d'étude qui vous interpelle et qui vous permet de réfléchir autour de ces concepts en les illustrant à travers un exemple concret. Voilà, on se voit très bientôt. Je vous souhaite une bonne